Oui, on est live. Stop thinking, stop thinking. Wasn't enough for me. Now here's your chance. See everywhere you had your man. Just where he's been. Alors ce soir on va parler de ce soir on va parler d'un sujet. Bonsoir. Merci de me rejoindre. Ce soir on va parler d'un sujet qui, je pense, est super intéressant parce que la plupart du temps, quand je fais ces lives, on parle de comment générer plus d'argent, comment lancer une business et autres. Ce soir, je veux qu'on parle de comment garder ce qu'on a déjà parce que c'est très important également de penser à ça. Donc, je vais couper le son là. Je suis un peu en train d'écouter les musiques des années 90 ce soir. Donc, alors, le sujet du live ce soir, c'est justement comment économiser. Comment économiser beaucoup plus d'argent, notamment 100 000 euros. Alors, le sujet, on est vraiment sur la chaîne. Je sais que sur la chaîne, il y a des personnes qui me suivent de différents pays. En Afrique, on a pratiquement 50% de personnes qui suivent le contenu, d'autres sont dans la diaspora. Donc, ce sujet est vraiment sur la lentille ou sur la perspective des personnes qui sont dans la diaspora, pas forcément ceux qui sont en Afrique, parce que 100 000 euros, si on le convertit en CFA, ça devient un montant assez impressionnant. Ceci étant, les principes en fait qui seront énumérés, si j'en partage avec toi ce soir, 7 principes, je vais faire un effort conscient de parler très doucement parce que l'un des feedbacks que je reçois tout le temps, c'est le fait que je parle beaucoup trop vite. Donc je vais faire un effort conscient de parler doucement. Donc les 7 principes que je vais partager là ce soir vaudront aussi bien pour toi, que tu sois en Afrique ou dans la diaspora, mais le montant ici est calqué sur un modèle qui est dans la diaspora tout simplement. Donc, tu pourras les appliquer dans l'endroit où tu vis, en quelques mots. Donc, comment économiser 100 000 euros plus par an? C'est le sujet du live parce que je pense que la plupart du temps, quand on parle d'indépendance financière, sécurité financière, être son propre boss, on consacre beaucoup trop de temps à comment gagner plus d'argent, mais pas assez à comment garder ce qu'on a déjà gagné. Et la vérité, c'est que si tu n'es pas même de gérer 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, tu auras du mal à gérer 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Donc, il est déjà très important d'avoir une belle éducation financière, une belle compétence financière même, avant de vouloir gagner plus d'argent. Parce que beaucoup de personnes se disent, ok, quand j'aurai plus d'argent, je vais mieux gérer mes finances. Alors que c'est le contraire. C'est en mieux gérant les finances que tu auras plus d'argent. Parce que l'éducation financière, en fait, elle précède l'indépendance financière. L'éducation financière précède l'indépendance financière et la compétence financière. Il est très important de passer du temps également à se demander, est-ce que je suis déjà assez smart? Est-ce que je suis déjà l'argent que j'ai présentement de façon intelligente? Parce que si ce n'est pas le cas, on aura beau faire des efforts, on tournera toujours en rond et on aura toujours l'impression que à la fin du mois, on a à peine reçu le salaire. Quelques jours après, on a l'impression que waouh, ça a disparu, ça s'est évaporé pratiquement parce qu'on a tellement de dépenses qu'on fait. On ne sait même pas exactement dans quoi on dépense, on a l'argent qui pratiquement s'évapore dans l'atmosphère. Et ça, c'est la plupart du temps parce qu'on n'a pas une belle éducation financière. On ne sait pas comment gérer l'argent qu'on a. Et donc, 100 000 euros par mois, 100 000 euros par an, c'est un peu l'investissement, je me dis, l'investissement, c'est l'épargne que j'ai pu accumuler l'année passée et donc je sais que les stratégies que je partage avec toi aussi sont prouvées de marché. Elles ne sont pas elles ne sont pas basées sur un livre que j'ai lu, sur un bouquin que j'ai lu, mais non, c'est vraiment des stratégies que j'ai appris forcément de mentors et autres que j'ai implémentées moi-même dans ma vie de tous les jours qui m'ont permis d'accélérer de façon impressionnante la capacité que j'avais à épargner. Et donc, je suis convaincue que quiconque les prend, cette stratégie et les implémente également au quotidien, il n'y a littéralement pas de raison que cette personne ne se retrouve pas en train d'avoir des revenus plus importants qu'il réussit à épargner. Donc, j'espère que le son est bon et que vous pouvez m'écouter tranquillement et que ça se passe bien. Donc, la première stratégie qu'on veut avoir, je vois que nous sommes une dizaine de personnes là connectées. Dites-moi en commentaire d'où vous me regardez parce que je veux savoir si ce live est structuré pour l'audience qui me regarde ce soir. C'est vrai qu'après, il y aura forcément le replay qui sera sur la chaîne, mais j'aimerais savoir déjà, afin de structurer le discours, à qui est avec moi ce soir, qui est présent. Donc, ce serait bien d'avoir en commentaire d'où vous me regardez. Moi, je suis, comme vous le savez déjà, je suis à Francfort, je suis en Allemagne. Donc, dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. Pendant que vous le faites, on va commencer avec la première étape, qui est tout simplement de définir un objectif d'épargne qu'on va atteindre à la fin du mois. La plupart du temps qu'on veut épargner, et donc c'est l'avion sur de la sorte qu'on commence avec déjà la valeur, et à la fin du mois, vous pouvez poser des questions sur la base de ce que j'ai partagé avec vous ce soir. Donc, les questions, je les prendrai à la fin du live. Vous pouvez en tout cas les laisser en commentaire, je vais remonter par la suite pour répondre aux questions à la fin du discours et autres.
On a quelqu'un de l'Italie, super, donc elle vit en Italie. Donc la première stratégie que tu vas avoir, c'est une stratégie ici pour épargner 100 000 € ou plus par mois, ou par an, pardon, pas par mois, par an. Donc la première étape ici va tout simplement consister à définir un objectif d'épargne. Il est très important de savoir quel objectif qu'on veut épargner. Parce que la plupart du temps, on commence, quand on a en début d'année, genre 1er décembre, 1er janvier ou 31 décembre, on se dit, je veux gagner plus d'argent l'année prochaine, je veux doubler mon revenu, je veux ceci, cela. Mais très rarement, on se dit, je veux gagner, je vais épargner plus. On n'a pas forcément un objectif d'épargne. Donc la première stratégie, c'est vraiment essayer de définir, oui, combien est-ce que je vais épargner à la fin de ce mois. Combien est-ce que je vais avoir dans mon compte d'épargne à la fin de l'année. Et une fois qu'on a la vision de ce qu'on veut épargner, on se dit, oh, quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour atteindre ce montant-là. Donc déjà définir, ok, quel montant d'épargne est-ce que je veux vraiment accumuler au cours des 12 prochains mois. Et si je veux, par exemple, si je suis au 1er janvier 2022 et que je me dis, ok, je veux épargner, disons 100 000 €, puisque c'est le sujet de la discussion, je vais épargner 100 000 € d'ici décembre 2022, ça veut dire que je veux générer, ça veut dire que je veux générer comme épargne au moins 8500 €. Ouais, 8500 € pendant chaque mois, pendant les 12 prochains mois. En général, cette épargne-là, je pourrais atteindre l'objectif qui est de 100 000 € à la fin de l'année. On a déjà commencé avec un objectif d'épargne qui est clair. Combien est-ce que tu veux épargner? Dans cette vidéo, on parle de 100 000 €, mais tu peux définir ton montant qui est tien, qui te challenge, mais qui est réaliste en fonction de l'endroit où tu résides présentement. Donc, une fois qu'on a déterminé un objectif d'épargne, on va déjà se demander clairement comment est-ce que je peux augmenter les revenus que je génère. Parce que la vérité, c'est que tu auras beau être entrepreneur, travailleur et autres, si tu as un revenu de 5 000 par mois ou 3 000 € par mois et que tu dois épargner 8 500 €, forcément, c'est déjà, tu te rends compte clairement, tu as une contrainte qui est présente et claire. Donc, la seconde question, c'est comment augmenter le revenu que je génère déjà. La plupart du temps, on s'impose des limites qui n'ont pas de raison d'être. On se dit, vu que c'est ce qu'on me paye au boulot, c'est forcément le montant que je suis condamné, que je suis condamné à avoir, que je suis censé avoir pour les 12 prochains mois, ce qui n'est absolument pas le cas. On peut gagner 3 000 € par mois, on peut gagner 1 500 € par mois, on peut gagner 5 000 € par mois, mais on décide de dire, ok, je vais doubler mon revenu, je vais tripler mon revenu. On a le choix, on est maître de nos finances en fait, si on a assez déterminé pour y arriver. Donc la seconde étape, dès que tu as défini combien tu vas épargner à la fin de l'année, tu te dis clairement, ça veut dire concrètement que par mois, je dois avoir ce revenu que j'épargne. Ça veut donc dire concrètement par rapport à ce que je gagne aujourd'hui et ce que j'épargne aujourd'hui, combien est-ce qu'il faut que je gagne en plus pour épargner ce montant-là. Je vois beaucoup de personnes qui s'agit d'épargne. La plupart du temps, en tant qu'être humain, on se dit toujours, on fixe des objectifs d'une façon erronée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut fixer un objectif, on fixe des objectifs sur la base de ce qu'on peut atteindre. On fixe un objectif sur la base de ce qu'on veut atteindre, en fait. Et il est important de se rendre compte, de comprendre la différence entre les deux notions. Parce que ce que tu peux atteindre est toujours différent de ce que tu veux atteindre. Quelqu'un, par exemple, peut pouvoir épargner 1 000 € par mois de façon assez confortable. Mais peut-être que la personne voudrait épargner, c'est peut-être 3 000 ou 5 000 € par mois. Mais la personne, vu qu'elle se dit, ok, c'est ce que je gagne comme par mois, juste depuis 2-3 ans, comment est-ce que, pour moi, c'est irraisonnable d'épargner 5 000 € si je gagne, par exemple, 3 500 € à la fin du mois. Et c'est, en fait, la façon erronée de fixer l'objectif, parce que quand tu fixes un objectif qui va te stretcher et qui va te forcer à aller à ta zone de confort, et tu veux un objectif qui est tellement ambitieux, qui est tellement... Tu veux un objectif en fait, qui te force à devenir créatif en fait. Mais si l'objectif est trop basique, si l'objectif est trop simple, en fait, si un objectif que tu peux atteindre, forcément, ton cerveau ne devient pas créatif. Le cerveau est créatif et commence à s'étendre lorsqu'on a un objectif qui est au-delà de notre zone de confort. On veut sortir de notre zone de confort. Et c'est la raison pour laquelle tu veux commencer avec ce que tu veux avoir, pas ce que tu peux avoir. C'est très important. On a grandi dans une société où on nous a appris à se contenter, on nous a appris à nous contenter de ce qu'on a déjà. On se dit, pourquoi tu veux toujours plus? Pourquoi tu vas te contenter de ce que tu as déjà? Pourquoi tu es toujours en train de vouloir plus, alors que c'est important en tant qu'être humain de vouloir plus. Même les arbres, même les baobabs continuent de grandir, les animaux continuent de grandir. Donc il est important de se dire également qu'en tant qu'être humain, c'est normal de vouloir plus, c'est normal de vouloir demander plus, et c'est normal de ne pas vouloir être complaisant, parce qu'une fois qu'on est complaisant, ça veut dire qu'on est satisfait, on ne cherche pas à avoir plus que ce qu'on a déjà, ce qui est un peu triste, je pense. Donc, merci pour les cœurs et merci de partager le live également. Ça va aider, je pense, plus d'un à apprendre ces différentes notions. Donc, une fois que tu as défini ce que tu veux atteindre, pas ce que tu peux atteindre, tu vas automatiquement devenir créative. Et il y a quelque chose de beau qui se passe quand on fixe un objectif sur la base de ce qu'on veut, pas ce qu'on peut. Quand tu fais un objectif sur la base de ce que tu peux, automatiquement, tu commences à avoir des idées, tu commences à avoir des ressources, tu commences à avoir des vidéos, tu commences à avoir des informations ou des conversations que tu n'avais pas par le passé. La personne qui a comme objectif
d'épargner 100 000 euros aura une façon de se comporter, aura des conversions différentes que la personne qui n'a pas d'objectif d'épargne. Et c'est la raison pour laquelle tu veux absolument commencer avec un objectif, c'est qui va te propulser en fait à devenir créatif. C'est très important. Donc, un objectif, et après, se demander clairement comment augmenter le revenu. On vit à une ère où il y a tellement de stratégies, il y a tellement de véhicules pour augmenter son revenu aujourd'hui. Et juste parce que tu as un revenu fixe qu'un employeur te donne tous les mois, ne veut pas dire que tu es condamné à avoir ce revenu-là pour le reste de ta vie. Non, absolument pas. Tu peux décider à dire, ok, j'ai une source de revenu qui me donne pratiquement, j'ai pas X montant à la fin du mois, disons 3 000 euros parce que c'est un peu le salaire moyen. J'ai un boulot qui me paye peut-être 3 000 euros à la fin du mois de net. Ça veut dire que si je veux te demander, il me faut peut-être générer 3 ou 6 000 euros en plus. Comment est-ce que je génère 6 000 euros en plus parallèlement à mon business, parallèlement à mon boulot principal? Je peux commencer avec un side hustle, je peux commencer avec un petit business en ligne, je peux commencer avec un petit business au pays, je peux lancer des petites activités qui vont me générer un revenu complémentaire. Il est très important, et je pense que en termes de finance, en termes de marketing, en termes de finance marketing principalement, le mot 1, c'est le mot le plus terrible qui soit. Tu ne veux pas avoir une seule source de revenus. C'est très dangereux. Très très dangereux, et je pense même que c'est limite irresponsable, parce que quand tu as une seule source de revenus, ce qui se passe, c'est que si quelque chose venait à arriver, d'accord, que ce soit l'employeur qui a, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2020 quand avec la crise voilà, la crise sanitaire. Ça peut être une crise sanitaire, ça peut être ton employeur qui fait faillite, ça peut être toi je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent se passer en fait que tu ne contrôles pas, que c'est très dangereux d'avoir une seule source de revenus. Malheureusement, on vit dans une société où on a vu nos parents se comporter on a vu nos parents avoir une seule source de revenus, on a vu nos grands-parents avoir une seule source de revenus. Du coup, on est programmé à se dire, ok, à se condamner d'une seule source de revenus, mais c'est très dangereux. Surtout parce qu'on vit à une ère où, bonsoir Francis et bonsoir Adid, surtout parce qu'on vit à une ère où on peut avoir beaucoup plus de sources de revenus qu'une seule. Donc, tu veux te demander déjà, est-ce que j'ai au moins 2 sources de revenus, 2 à 3 sources de revenus? Et ça peut être des sources de revenus qui sont forcément, qui donnent un revenu différent du salaire initial, mais tu veux déjà te challenger en fait, à te dire, ok, comment créer une source de revenus secondaire? Comment, avec tant d'opportunités qui existent, comment créer un véhicule, comment créer un chemin pour avoir une source de revenus secondaire? Parce que tu ne deviendras jamais riche si tu comptes sur une seule source de revenus. C'est très difficile, ça sera très lent. Tu peux y arriver, mais ça va te prendre 10, 20 ans, 30 ans pour y arriver. Donc, tu veux déjà, en fait, te challenger, te dire, ok, comment est-ce que je vais faire dans les 3 prochains mois, dans les 4 prochains mois, je vais créer une source de revenus secondaire. Il y en a 1 million. Rien que sur cette chaîne, je pense que chaque semaine, je partage au moins 10 sources de revenus que tu peux créer, 10 idées ou 10 business en demande rentable que tu peux lancer pour générer des sources de revenus secondaires. Donc, tu te dis, oui, comment je vais faire pour générer plus de revenus? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Parce que ce qui se passe, une fois que ton revenu augmente, une fois que tu te rends compte, voilà la vision de ce que je veux créer, automatiquement, tu deviens créatif ou créative, et tu te dis, d'accord, il me faut, forcément, pour y arriver, il faut que je me stretch, il faut que je me sorte de ma zone de confort, et que je crée un business, que je crée une activité secondaire qui va me générer des revenus parallèlement à mon boulot. Une fois que c'est fait, tu vas te dire que concrètement, vu que mon revenu a augmenté, je dois garder mes dépenses pareilles. L'une des plus grosses erreurs que les gens font, c'est qu'une fois que le revenu augmente, elles veulent automatiquement augmenter leur style de vie. Ça veut dire qu'on va vouloir prendre une voiture plus grosse, on va vouloir prendre un appartement plus beau, on va vouloir prendre une maison plus importante, on va commencer à dépenser sur des choses futiles. On n'a pas de discipline financière. Il est très important que lorsque ton revenu augmente, que tu n'augmentes pas ta capacité à dépenser à la même proportion. C'est un concept financier basique, mais qui est très, très important. Je te dis, tu dois te payer en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se payer en premier, tout simplement dire que si je gagne 3 000 euros à la fin du mois, et que je dépense, disons que je gagne 3 000 euros à la fin du mois et que je dépense 80% de mon salaire, d'accord? La plupart du temps, quand quelqu'un reçoit 3 000 euros à la fin, la plupart des gens qui reçoivent 3 000 euros à la fin du mois, voici ce qui se passe. Je dois payer le loyer, payer l'électricité, payer la nounou, peut-être si tu as une nounou, je dois payer l'école des enfants, je dois envoyer l'argent à la maman, je dois faire les courses pour la maison, je dois payer la facture, je dois payer l'assurance, je dois payer ceci, cela. Et à la fin, ils se disent, ok, ce qui va rester, c'est ce que je vais épargner. Et tu veux littéralement changer le schéma, et c'est très important. Tu veux te dire, une fois que mon revenu arrive à la fin du mois, je me paye d'abord en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je reçois 3 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros, 500 euros, indépendamment de combien tu reçois à la fin du mois, la première chose que je fais, c'est que je te paye d'abord en premier. Ça veut dire, ok, combien est-ce que je veux épargner à la fin du mois? Si je m'étais dit que je voulais épargner 50% de mon revenu, 30% de mon revenu, ça veut dire que quand je reçois mon salaire à la fin du mois, 30% de revenu automatiquement est épargné. C'est très important parce que si tu veux d'abord dépenser avant d'épargner, la probabilité que tu épargnes un montant plus bas est toujours très, parce que tu auras forcément des charges qui vont apparaître de part et d'autre. Mais si tu as déjà un amont, si tu es déjà un amont discipliné, ok, à chaque fois que je reçois un revenu, quel qu'il soit, je l'épargne d'abord une partie de ce revenu-là, tu vas te rendre compte que ton épargne sera beaucoup plus constante et beaucoup plus consistante également. C'est pour ça qu'au pays, on
nos parents avaient le concept de tontine. On savait que chaque mois, indépendamment de ce que tu gagnes, tu as un montant de la tontine que tu devais verser parce que ça leur permettait à eux de se discipliner et d'épargner de façon récurrente, indépendamment de comment le situation était. Donc, tu veux faire pareil ici et te dire, OK, à la fin du mois, quand je reçois mon salaire, je dois automatiquement me payer en premier. Et tu veux te dire, souvent on se dit, quand acheter une chaussure, acheter une montre, acheter un nouveau téléphone, c'est se payer, c'est se faire plaisir. Mais non, la vérité, c'est que tu veux retarder la gratification autant que faire se peut, parce que tu sais qu'en épargnant ce montant-là, tu pourrais investir avec une capacité plus importante dans le futur. Et c'est vraiment la vision que tu vas avoir. Tu te dis, OK, je ne paye pas aujourd'hui parce que je veux me payer pas demain. Parce que quand tu payes la tennis, quand tu payes la montre, quand tu payes ton loyer, quand tu payes l'école des enfants, quand tu payes la nourriture à la maison, tu es en train de payer d'autres participants de l'économie. Tu payes ton bailleur, tu payes le vendeur de chaussures, tu payes l'école, tu payes le gouvernement, tu payes tout le monde, mais tu ne te payes pas toi-même. Parce que tu te payes toi-même quand tu as un revenu que tu as et que tu as mis de côté. Donc, c'est très important. Et donc, une fois que tu as cette discipline à te dire, OK, j'épargne de façon automatique un montant de mon salaire tous les mois, une fois que tu as augmenté ta capacité à gagner de l'argent à travers un business et autres, tu veux tout simplement te dire ici que l'augmentation du revenu que j'aurai sera automatiquement épargnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jusqu'ici je vivais avec peut-être, disons, 2000 euros par mois, disons que tu touches 3000 euros à la fin du mois, je te dis, OK, je vais épargner au moins 30% de mon salaire, qui est littéralement 1000 euros. Et tu te dis, OK, maintenant je vis avec 2000 euros de façon toute mensuellement. C'est ce qu'il me faut pour vivre, pour prendre soin de ma famille et autres. Maintenant, tu as peut-être, disons que tu lances un business en ligne, que tu lances une activité parallèle, tu as des revenus complémentaires que tu génères et qui t'apportent peut-être 2500, 3000 euros à la fin du mois, ou même 5000 euros à la fin du mois. Et si tu veux, l'erreur que tu veux éviter de commettre, c'est de te dire, OK, vu que mon revenu a augmenté, je vais augmenter mes dépenses. C'est l'erreur fatale. Quand ton revenu a augmenté, tu veux garder tes dépenses telles qu'elles sont. Ça veut dire, si tu dépensais 1000 euros, si tu dépensais 2000 euros et que ton revenu passe de 3000 euros à 10 000 euros, tu veux continuer à dépenser 2000 euros, maximum 2500, 3000 euros. Tu vas pas te dire, OK, vu que mon revenu est passé de 3000 à 10 000 euros, mes dépenses sont passées de 2000 euros à 6000 euros, par exemple, de 2000 euros à 8000 euros. Il y en a même qui sont tellement friands d'un style de vie qui est flambant, qu'ils vont se dire, OK, mon revenu a commencé de 10 000 euros, je vais commencer à prendre des prêts sur ceci et cela. À la fin, ils se retrouvent à dépenser littéralement 12 000 euros chaque fois à la fin du mois parce qu'ils se sont laissés excités par le revenu supplémentaire qu'ils avaient obtenu. Et ça, c'est vraiment le début de la fin. Donc, tu veux ici te dire, OK, si mon revenu augmente, l'incrément qu'il y a eu de mon revenu, je dois forcément le canaliser cet incrément-là vers l'épargne encore. Ça veut dire ici que si je vivais avec 2000 euros à la fin du mois, que mon revenu passe de 3000 à 5000 euros, parfait. Je continue avec mes 2000 euros, maintenant j'épargne 5000 euros. Maintenant j'épargne 3000 euros au d'épargner 1000 euros. Et si tu te disciplines, tu vas te rendre compte que ton épargne augmente de façon plus importante, de façon prédictable, de façon consistante également. Donc, c'est vraiment ça ici, cette discipline à dire, OK, j'épargne une bonne partie. La quatrième étape que tu veux avoir ici, c'est tout simplement oublier la phrase également. Ça, c'est vraiment ce qu'on a dit tantôt. Tu veux oublier la phrase, tu peux me le permettre. Pour la plupart du temps, quand on veut dépenser, on se dit toujours, mais sinon, je peux me permettre ceci, je peux me permettre cela, je peux me permettre ceci, je peux me permettre cela. Et forcément, ça nous met dans un cercle vicieux où on achète pas mal de choses. On va acheter des trucs, des perruques, on va acheter des tennis, on va acheter des trucs qui n'ont pas forcément de sens parce qu'on peut se le permettre. Donc, tu veux essayer de te dire, OK, c'est vrai que je peux me le permettre, mais n'empêche que j'ai un objectif que je veux atteindre. Et c'est la raison pour laquelle tu veux automatiquement commencer avec un objectif. Parce que ça a été prouvé que les personnes qui ont un objectif, qu'elles se fixent un objectif, les personnes qui ont un objectif dans la vie ont 80% de plus de chances de l'atteindre que ceux qui n'en ont pas. Ça veut dire que si au début d'année, tu te dis, moi, je vais épargner 100 000 euros à la fin du mois. Et que vous êtes par exemple deux personnes, une personne se dit, moi, je vais épargner 100 000 euros, l'autre personne se dit, je vais voir comment l'année se passe, je n'ai pas vraiment d'objectif. Toi qui as dit je vais épargner 100 000 euros à la fin du mois, tu as déjà statistiquement 80% de plus de chances d'y arriver que quelqu'un qui n'a pas cet objectif-là. Donc c'est très important de savoir ça, de te dire, OK, rien que le fait d'avoir l'objectif te permet d'avoir un peu comme une feuille de route, voilà, qui va te permettre de savoir exactement où tu pars et si tu es en accord avec ce que tu veux atteindre comme objectif à la fin du mois ou à la fin de l'année. C'est vraiment très important. Donc, l'un des facteurs, c'est oublier la phrase, je peux me le permettre. Ce qui veut tout simplement dire ici que bien que pour te permettre certaines choses, tu vas te discipliner tout simplement à ne pas les faire ou du moins ne pas y aller à fond. Tout simplement, parce que tu sais que j'ai un objectif que je vais atteindre à la fin de l'année. L'une des choses également, la sixième étape ici, c'est tout simplement arrêter de sortir. Je pense que c'est vraiment l'une des choses qui plombe les finances un max qu'on veut épargner. J'aime souvent dire à ceux avec qui je travaille, ceux que je mentor et ceux qui me côtoient que c'est mieux de se sacrifier pendant un an, de se serrer la ceinture, de se retrousser les manches pour avoir, ou se retrousser pendant 1, 2, 3 ans, et pourquoi pas, pour avoir un style de vie par la suite que l'autre personne aspire à avoir. La plupart du temps, on veut un style de vie
important, on veut un style de vie important, mais on n'a pas encore la capacité d'y arriver. Et les personnes qui sont vraiment riches, les personnes qui sont millionnaires, multimillionnaires, milliardaires même, elles ont compris le schéma. Le schéma veut dire quoi? Ça veut dire le revenu que tu génères en travaillant. Le revenu que tu génères en travaillant ne doit pas être utilisé, ne doit pas être dépensé. Ou être dépensé autant que le moins possible, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille, que je génère 3 000 euros, je me lève tous les matins à 6 heures, je vais au boulot quelque part, je travaille de 8 heures de 8 heures à 19 heures et tout. Le revenu que je génère à la fin du mois, je veux autant que faire se peut ne pas le dépenser. Parce que c'est un revenu, en fait, c'est le revenu premier tu veux que ce revenu-là produise, en fait, des enfants pour toi. Ça veut dire le revenu que tu génères en travaillant, tu dois l'investir, tu dois l'épargner dans le but de l'investir par la suite. Et c'est le revenu des investissements que tu as généré que tu dois dépenser derrière. Parce que c'est la seule façon de devenir riche. Si tu dépenses ce que tu génères en travaillant, tu travailleras toute ta vie et tu deviendras esclave d'un boulot que tu détestes à un moment donné ou à un autre. Lui est très important. Si tu veux quelqu'un qui aspire à l'indépendance financière, tu aspires à la sécurité financière, tu te dis que je devrais pendant un moment donné me challenger, vivre en dessous de mes moyens, bien en dessous, genre, ok, je peux me permettre cet appartement, cette voiture, ce style de vie, mais j'ai une vision de ce que je veux créer, j'ai une vision d'où je vais concrètement, je me permets, je me limite en fait, je me contrains à vivre en dessous de mes moyens pour y arriver. C'est très important. Si tu n'as pas cette discipline de vie là, si tu n'as pas la discipline de se dire ok, tu auras du mal à y arriver. Et on vit dans une société malheureusement où avec les réseaux sociaux, on veut flamber, on veut montrer qu'on a un certain style de vie. On voit les influenceurs, voilà, les amis qui ont un certain style de vie, les vacances ici et là, les voitures ici et là, les appartements ici et là. On se dit ok, j'ai envie d'être j'ai envie d'être trendy. Donc forcément, on dépense en produits de marque, on dépense en ceci et cela. Mais la vérité, c'est que si tu veux vraiment créer de la richesse sur le long terme, il est important que tu te disciplines un maximum et tu te dis ok, d'accord, c'est un peu comme quand tu es à l'école primaire et par exemple ou au secondaire, que tu as des personnes qui ont un style de vie de fou et tu as les parents qui te disent non, concentre-toi sur l'école, concentre-toi sur tes études parce que une fois que tu finis les études que tu travailles, tu pourras avoir ce style de vie là 10 fois plus. Mais forcément, tu as les copines à l'école ou des amis à l'école qui vont à la pause aller faire des trucs, genre un style de vie un peu impressionnant, voilà, qu'on est souvent au lycée et tout, tu te dis, waouh, j'aimerais être comme la fille la plus populaire du lycée, j'aimerais être comme le fille la plus populaire du lycée. Mais après, tu te rends compte que ces personnes-là qui étaient au lycée, la plupart du temps, étaient brillantes et flambaient et tout, ce n'est pas forcément les personnes qui ont le plus de succès par la suite, parce que ces personnes étaient tellement focalisées à flamber, à être le plus vu, la personne la plus populaire au lycée, que forcément après, elles ont négligé l'école, elles ont négligé les études, après, elles se retrouvent en train de faire des boulots bizarres et autres, et tu te rends compte après 5 ans, tu te dis, waouh, la fille la plus populaire du lycée, aujourd'hui, quand je la regarde, je me rends compte que, bah, écoute, j'avais pas vraiment de raison de l'envier. C'est pareil ici. Quand tu commences à travailler, quand tu commences à avoir de l'argent, tu ne dois pas te laisser intimider ou impressionner par les personnes qui flambent leur saut. Parce que tu sais que j'ai une vision de ce que je veux créer. Et je sais qu'en épargnant pendant 1, 2, 3 ans, je sais que ce que je pourrais créer sera beaucoup plus impressionnant, sera beaucoup plus beau que j'ai envie présentement, parce que tu seras en train de dépenser le revenu de ton capital. Donc tu veux ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est, genre, je travaille pour un revenu, le revenu en question, je le prends, je le dépense autant, je dépense une fraction minime du revenu, je vis vraiment en dessous de mes moyens, dans le but d'économiser un maximum de ce que j'ai gagné et de le réinvestir. Parce que ici, on ne veut pas économiser dans le but juste d'économiser, justement pour investir. Je réinvestis le capital économisé forcément et derrière, j'ai commis un capable d'investissement, des revenus de cet investissement-là que je dépense derrière. Donc, c'est un peu ça ici. Je pense qu'on a la 5e étape pour, si tu épargnes 100 000 euros à la fin du mois, c'est vraiment, vraiment te challenger à avoir cette discipline financière-là. L'une des choses également que tu vas avoir, c'est tout simplement ne pas te précipiter. Je pense qu'on en a parlé, ne pas te précipiter dans l'achat des produits luxueux, que ce soit ici des voitures, appartements, produits luxueux, tout ça. Après, j'aimerais également dire qu'il faut comprendre que tu peux okay, à la fin d'un trimestre, je me fais plaisir, je prends un sac de marque. À la fin d'un semestre, je me fais plaisir, je prends une ceinture de marque, je prends un parfum de marque, ça c'est normal. Mais au quotidien, tu veux te limiter à te dire, ok, est-ce que l'objectif que je me fixais en fait est atteint? Si c'est le cas, je peux me faire plaisir, mais si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je peux y arriver en retroussant les manches, en travaillant plus? Et je pense encore ici que c'est vrai que la plupart du temps qu'on parle de merci pour les cœurs Audrey, c'est trop chaud. Je pense ici qu'on parle de création de revenus, de création de richesse, de comment épargner 100 000 euros plus par mois. La plupart du temps, on est intimidé par la chose parce qu'encore une fois, on est limité par la vision par le monde autour de nous. Parce qu'on se dit, ok, voilà ce que je gagne comme revenu et comment est-ce que je vais pouvoir épargner tel montant si j'ai ce revenu-là que j'ai. Mais la vérité, c'est que le revenu que tu as n'est pas une contrainte. Le revenu que tu as, c'est un fait qui peut changer, en fait. C'est comme quand tu te dis, ok, je vis dans tel coin de la ville, tu vis dans ce coin de la ville, là, mais tu peux aller vivre ailleurs. C'est pareil ici.
Juste parce que tu gagnes 3 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros aujourd'hui, ne veut pas dire que tu peux pas, ne veut pas dire que tu peux gagner 5 000 euros, 10 000 euros dans les mois qui suivent. C'est une question de volonté, c'est une question vraiment d'ouverture d'esprit et te dire quelles sont les stratégies que je dois mettre en place pour y arriver. Et c'est un peu comme ça que tu vas Je me rends compte que mon téléphone est pratiquement à 0%, c'est magnifique. C'est un peu comme ça que tu vas te challenger pour y arriver de façon plus sûre et de façon plus rapide surtout. Donc voilà un peu, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Hein. Et l'une des façons également que tu veux avoir pour t'assurer que tu y arrives, parce que la plupart du temps, c'est quand on a une vision de ce qu'on veut créer, mais on peut encore ici se laisser distraire, se dire, ok, ce mois j'ai des problèmes au pays, j'ai des trucs à régler et tout, ça arrive à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle tu veux automatiser autant que faire ce peu l'épargne que tu as. Et tu veux littéralement avoir deux comptes. Un compte dans lequel tu as ton revenu principal qui arrive tous les mois et un compte secondaire dans lequel tu transfères automatiquement ton épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si j'ai, par exemple, mon compte principal dans lequel je reçois mon salaire, les transferts et autres, je vais avoir un compte d'épargne que je crée dans une banque différente idéalement et je fais ce qu'on appelle, je crée un virement automatique. Ça veut dire que par exemple, je reçois mon salaire le 3 du mois, le 26 du mois par exemple. Je sais que tous les 28 du mois, j'ai un transfert automatique qui va de mon compte principal à mon compte d'épargne d'un certain montant. De la sorte, je sais qu'automatiquement, mon épargne est virée. Ça veut dire, par exemple, et le cerveau va être très flexible. Si ton cerveau voit 3 000 euros dans ton compte en banque, forcément, le cerveau te dit, waouh, on peut dépenser 3 000 euros. Mais si ton cerveau voit 1 500 euros, 2 000 euros, 1 000 euros, il va se dire, waouh, comment vivre avec 1 000 euros, par exemple? La preuve, c'est que on a tous vécu un moment de la vie où on avait un revenu beaucoup plus petit que celui qu'on a aujourd'hui. Et on était épargné. Ça veut dire que avec moins de revenus, tu peux également vivre. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de te dire, ok, je vais créer un transfert automatique entre mon compte principal et mon compte d'épargne. Ce qui fait qu'à la fin de chaque mois, dès que je sais que je reçois mon salaire le 25 ou le 26, automatiquement, 2 jours plus tôt, un jour ou 24 plus tôt, automatiquement, le transfert vers mon compte d'épargne est fait. Ce qui fait que tu ne vois pratiquement même pas l'argent dans ton compte parce que automatiquement, c'est coupé en amont. Et je te dis, waouh, j'ai 1 500 dans mon compte, j'ai 2 000 euros dans mon compte, c'est avec ça que je vais vivre en fait. Cette discipline va te servir énormément quand tu vas vouloir épargner plus. Parce que, encore une fois, si tu n'as pas même d'épargner, si tu n'as pas même d'épargner 500 euros quand tu as 2 000 euros, tu ne pourras épargner 10 000 euros quand tu auras 100 000 euros. C'est une discipline que tu vas avoir, c'est une discipline que tu crées dès la base. Donc, c'est vraiment ici, c'est vraiment, et puis, je pense que l'une des choses dont on ne parle pas assez également, qui sera vraiment le 7e point ici, c'est tout simplement la capacité que tu as, tout simplement, je parlais de sortir moins, qui veut vraiment d'ici cuisiner plus à la maison. C'est vrai que la plupart du temps, on aime sortir avec les amis et tout ça, les boîtes de nuit et autres, tout ça. C'est vrai que c'est fun et autres, mais tu vas également te rendre compte que combien est-ce que je dépense concrètement par mois quand je sors et tout. Est-ce que la dépense que je fais est importante? C'est parce que si la dépense que tu fais en sortant avec les amis, avec les potes et autres est importante, alors je te conseille fortement de te dire, ok, comment est-ce que je vais canaliser cette dépense-là dans une épargne? Parce que je vais te dire ceci. Une fois que tu comprends à quel point l'argent que tu dépenses peut être utilisé et peut être multiplié, épargner devient littéralement, je sais pas comment dire addictif en anglais, tu deviens juste obsédé par l'épargne. Parce que quand je te rends compte, waouh, j'ai 1 000 euros, si j'épargne ces 500 euros, dans un mois, j'aurai peut-être 150 euros que les 500 euros auront produit. Forcément, tu dois te dire, waouh, si je dépense les 100 euros, si je dépense les 500 euros que j'ai pendant ce mois, je suis littéralement, pas seulement en train de dépenser 500 euros, je suis littéralement en train de dépenser 650 euros, même plus. Parce que l'argent que tu épargnes peut te produire beaucoup plus, en fait, tu vois. Et je pense que la plupart du temps, on n'est pas excité à l'idée d'épargner parce qu'on se dit, waouh, épargner, c'est comme si je me privais de quelque chose. Plus j'épargne, plus je me prive des choses. Mais en fait, c'est le contraire. Plus tu épargnes, plus tu as envie de te donner une marge de liberté plus importante dans le futur. Parce que plus ton épargne est importante et plus tu seras même de saisir différentes opportunités, plus tu seras même d'investir dans différents projets porteurs, plus tu seras même d'accélérer ton parcours vers la richesse financière. Il y a souvent, tu as des opportunités qui te sont présentées comme ça et tu as mode, waouh, si j'avais eu l'épargne, j'aurais pu en profiter. Mais vu que tu n'as pas d'épargne à ce moment-là, forcément, ces opportunités ne te passent sous le nez. Je me rappelle quand il y a quelques années, quand j'avais encore un style de vie un peu plus, quand j'étais un peu plus, un peu moins consciente, je vais le dire comme ça. À un moment donné, je dépensais littéralement, je pense que je dépensais à ce moment, vu que j'avais également une carte de crédit. Je dépensais probablement 110% de ce que je gagnais. Je gagnais de l'argent, mon salaire. Et je dépensais littéralement plus et je faisais même encore ma carte de crédit, ce qui était littéralement fou. Et un peu une fois, ma soeur m'a écrit, elle me dit, Jolie, voilà, on a une opportunité là. Il y a un terrain, il y a une maison sur un terrain qui se vend et le propriétaire, celui qui vend la maison a besoin de tel montant. Si on se met ensemble pour le prendre, il faudra que tu mettes ta possession va être ce montant. Est-ce que tu peux le faire? On a besoin de le faire dans quelques semaines parce que le monsieur il est vraiment désespéré, il vend sa maison. Est-ce que tu peux te joindre à nous pour acheter le bien? J'étais en mode waouh.
j'étais perdue parce que je me suis sentie mal parce que je me suis dit, waouh, si j'avais eu la discipline financière d'épargner, j'aurais pu investir dans ce bien immobilier là qu'on aurait après mis en location et autres, ça aurait été un bel investissement. Mais vu que j'avais à ce moment-là un style de vie frénétique, je n'ai pas pu la saisir, cette opportunité-là. Donc, il est très important de te dire, quand tu épargnes, en fait, c'est une capacité, la capacité que tu as à faire des choses plus belles que tu as envie de te créer. En fait, tu peux, quand tu épargnes au fur et à mesure, justement, te permettre après d'investir, aussi des opportunités, d'investir en toi, dans ton business, dans des projets qui te passionnent et de les faire grandir de façon plus rapide. Et la discipline financière là est tellement clé. Et je pense que bien que ça a l'air basique, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas forcément la discipline pour y arriver. Je pense que de façon inconsciente, on le sait tous qu'il faut épargner, qu'il faut être prudent, les dépenses qu'on a, mais on a également cette tendance-là juste de vouloir se faire plaisir, vouloir faire plaisir à ceux qui nous entourent, c'est l'anniversaire de tel, c'est le baptême de ceci, c'est le voile de tel autre, et il y a toujours un événement pour lequel il faut qu'on dépense. Mais si on n'a pas de la capacité à se discipliner, à se dire, ok, je vais dépenser moi parce que je sais ce vers quoi je pars, on sera toujours en train de tourner en rond. Et je dis souvent, c'est mieux de sacrifier quelques années de sa vie pour avoir un style de vie impressionnant que de passer toute sa vie à vivre comme les autres et rester en fait dans la matrix, tu vois. Parce que la vérité, c'est que la plupart des personnes ont du mal à joindre les deux bouts. C'est vrai. La plupart des personnes, indépendamment, surtout ceux qui travaillent, la plupart des personnes à la fin du mois n'ont pas mis d'euros dans leur compte d'épargne. Et c'est fou. Je ne sais pas quels sont les chiffres en Europe, mais je sais qu'aux États-Unis, en tout cas, 85% ou 90% des Américains ont du mal à la fin du mois. Je pense que c'est une étude qui l'a montré, que je lisais récemment. Ils ont du mal à avoir, peu d'entre eux peuvent trouver 1500 euros dans leur compte, 1500 dollars, pardon, dans leur compte. Et c'est triste. C'est vraiment parce que tout simplement, ils n'ont pas la discipline de se dire, ok, je vais dépenser moins. Et ce n'est pas seulement les Américains, c'est partout en Europe. Parce que je parle avec des amis qui travaillent, je parle avec la famille. C'est un truc que je vois encore et encore. Beaucoup de personnes utilisent la carte de crédit. On va prendre la voiture avec une carte de crédit, on prend l'aspirateur avec une carte de crédit, on prend l'appartement avec le crédit. Bref, c'est une spirale. Et une fois que tu es dans la spirale, en fait, tu as du mal à en sortir. Parce que tu te dis, bah, c'est comme ça que tout le monde doit vivre, c'est comme ça qu'on doit vivre. Et c'est la plus grosse erreur. Est-ce que prendre le crédit en vaut la peine? Absolument, ça dépend de pourquoi on prend le crédit. Mais si on doit prendre un crédit pour consommer, si on doit prendre le crédit pour un véhicule, pour un aspirateur, pour une voiture, tu vois, là, ça a très peu de sens. Donc voilà un peu les 7 étapes que tu vas utiliser ici pour épargner 100 000 euros ou plus à la fin de l'année. Et je dis encore une fois, l'année peut commencer à n'importe quel moment. La plupart du temps, on attend décembre pour prendre des résolutions, on attend de voir prendre des résolutions. L'année peut littéralement commencer en juillet. Ton année peut commencer en septembre, ton année peut commencer en mars, ton année peut commencer en avril. Il n'y a pas de moment où tu dois décider à commencer. Je dis, comment épargner 100 000 euros? Maintenant, je peux dire, ok, je me dis, ok, dans les 12 prochains mois, ça veut dire à partir de juillet à juin prochain, je vais me challenger à y arriver, je vais prendre les actions pour y arriver. Ton année peut commencer à n'importe quel moment. Et la plupart du temps, on commence une année, on attend la fin de l'année pour se dire, pour faire le bilan, pour voir ce qu'on attend ou ce qu'on n'a pas atteint. Alors qu'on peut littéralement s'arrêter à n'importe quel moment à faire le bilan. On peut littéralement s'arrêter à n'importe quel mois, n'importe quelle semaine, dire, ok, tu sais quoi, à partir de demain, je change les choses. À partir de demain, je fais les choses différemment. Pas besoin d'attendre au 1er décembre pour changer les choses. Parce que la plupart du temps, ceux qui prennent la résolution le 1er janvier, 3 semaines après, ils ont oublié leur résolution. 3 semaines après, c'est aux oubliettes. Donc, tu peux littéralement commencer à n'importe quel moment, tant que tu as la discipline et tant que tu gardes la vision de ce que tu veux créer. Ceci étant, c'est le moment des questions. Des questions liées à ce que j'ai partagé avec toi ce soir, si tu en as. Des questions liées au contenu sur la chaîne, si tu en as également. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sur la chaîne. Je n'ai pas toujours le temps de répondre aux questions que je reçois en commentaire. Et ces lives, c'est également l'opportunité pour moi de répondre à tes questions, quelles qu'elles soient. Si elles sont liées à la gestion de finances, comme on en a parlé ce soir, liées au business en ligne et à l'entrepreneuriat en général. Donc, c'est vraiment, c'est un peu comme une sorte de coaching gratuit, voilà, que je t'offre toutes les semaines. Et c'est l'occasion pour toi de me poser toutes les questions, quelles qu'elles soient honnêtement, autour de ce qu'on a partagé durant le live ou pendant la semaine. Donc, je vais prendre des questions s'il y en a. Je pense qu'il y a des questions pendant que je parlais. Je pense que j'ai regardé les commentaires pendant que je parlais. Il n'y a pas vraiment de questions qui sont arrivées. Donc, si tu as des questions, laissez-moi en commentaire. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'aborde ce sujet, c'est tout simplement parce que je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, honnêtement, je ne sais pas où mon argent part. J'ai l'impression que, voilà, que à peine je reçois l'argent, 3 jours après, ça a disparu. Et je pense que c'est un sentiment que beaucoup de personnes ressentent lorsqu'on travaille. On a un salaire qui est assez décent qu'on reçoit à la fin du mois, mais quelques semaines après, quelques jours après, il n'y a plus rien, quoi. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce qu'on n'a pas une discipline, en fait. On a l'argent qu'on reçoit dans un compte,
on le laisse dans ce compte-là et forcément, la nature aurait du vide. Donc forcément, quand tu as un argent dans le compte qui ne te sert à rien, qui est là devant tes yeux, les doigts vont démanger, tu voudras dépenser dans différentes choses et tu vas trouver finalement la case de départ et tu auras du mal à décoller ton épargne. Et l'épargne, c'est vraiment, l'épargne, si tu veux devenir indépendamment financièrement, l'épargne, c'est la chose la plus importante que tu dois faire. L'épargne, c'est littéralement la chose la plus importante. Si tu n'as pas cette discipline financière, là, tu ne pourras absolument, tes chances de réussir sont vraiment très maigres. Vraiment très maigres. Il faut déjà commencer, même quand tu es salarié, à vouloir épargner plus. Alors, on a Majestic qui demande quel est le business en ligne le plus rentable. Ça, c'est une bonne question. Le business en ligne le plus rentable, alors comment répondre sans être biaisé? Ça va vraiment dépendre ici de... Alors ma réponse sera forcément un peu biaisée parce que je vais te répondre sur la base de ce qui a marché le mieux pour moi et ce que je pense marcherait le plus pour la plupart ce que je vois en fait a marché pour le plus dans la plupart de personnes. Pour moi, le business en ligne le plus rentable, le business model, en fait, je vais parler ici de modèle de business. C'est celui où tu vas offrir un service. Un business en ligne où tu offres un service est plus rentable parce que tu as déjà à la base, tu as un capital moins important pour commencer. Tu as également des marges bénéficiaires plus importantes, ce qui va ici impacter la rentabilité et qui va impacter également ta trésorerie. Donc, je dirais que c'est un business à travers lequel tu offres un service. Pourquoi? Parce que quand tu offres un service, en fait, tu es la seule ressource qui est nécessaire pour produire le service, en fait. Quand tu offres un produit, la plupart du temps, quand on lance un business en ligne, c'est parce qu'on veut être indépendant financièrement. C'est parce qu'on veut se licencier, on veut générer plus de revenus pour faire ce qu'on veut avec qui on veut. Après, le reste, après, c'est ça la plupart du temps qu'on lance un business. Donc, quand tu lances un business, demande-toi, est-ce que ce business va te permettre justement de générer des revenus importants rapidement? Et c'est la raison pour laquelle offrir un business à travers lequel tu offres un service, c'est justement l'un des... Bon, je vais faire ce truc qui me donne des notifications à travers. Offrir un business à travers lequel tu offres un service, c'est l'une des façons les plus sûres d'avoir des marges bénéficiaires très, très importantes. Car le service pour offrir le service, tu as juste besoin de toi, peut-être de ton laptop, pour offrir une connexion Internet que tu as déjà de toute façon si tu es dans ce live et tu travailles avec le client. Donc, à ce moment-là, tu as une marge bénéficiaire très, très importante. Les business en ligne auxquels j'aime me référer sont ceux-là qui vont te permettre d'offrir une compétence en demande, telle que voilà, tout ce qui est lié au freelance, comme le copywriting, social media management, assistante virtuelle, création de tunnels de vente, média buyer, tous ces business-là qui sont ici, qui vont te permettre ici d'offrir un service, te permettront d'avoir une capacité d'épargne très importante, d'avoir une rentabilité très importante. Imagine un peu que tu as un business dans lequel tu factures, par exemple, 1500 euros à tes clients pour un service que tu vas leur offrir. Le service, pour offrir le service, je te prends par exemple 5 heures par semaine pour offrir le service et on te paye à la fin du mois 1500 euros. Voilà, c'est ce qui est possible. Ça veut dire que que tu as 5 heures par semaine pour un client, tu peux littéralement avoir 4 clients. S'il va difficile, 4 clients, ça veut dire ici que tu vas dépenser 20 heures par semaine pour travailler avec ces 4 clients-là. À la fin du mois, tu auras 6 000 euros, même plus. Donc, littéralement, en offrant un service, et tu auras 6 000 euros en travail moins que dans un boulot traditionnel. Donc, en offrant un service, et quand tu as les 6 000 euros en question, et quand je dis 1500 euros, c'est quand tu commences à toucher 1500 euros, au fur et à mesure que tes compétences augmentent, tu vas aller de 1500 euros à 2500, à 3000, 5000 euros, même plus encore que ça. Donc, tu as ici justement un service que tu vas offrir, tu as ces 6 000 euros à la fin du mois, tes dépenses pour le service sont littéralement nulles parce que tu travailles de chez toi, tu utilises ton laptop que tu as déjà de toute façon, tu utilises ta connexion que tu as déjà, donc littéralement tu as 6 000 euros, tes dépenses sont nulles. Par contre, tu vas par exemple vendre un service, tu vas te dire, ok, tu vas par exemple vendre un produit, tu vas vendre un produit physique, il faut penser à l'acquisition de la marchandise, à la livraison au client. Les marges bénéficiaires quand tu offres un service les marges bénéficiaires quand tu offres un produit physique sont tellement maigres que c'est assez à en pleurer littéralement parce que tu as tellement d'efforts que tu fais, mais au final les marges bénéficiaires que tu as concrètement sont ridicules. Donc c'est la raison pour laquelle tu veux avoir ça à l'esprit quand je décide de lancer, de dire ok d'accord, je vais offrir un business dans lequel je vais offrir un service car c'est vraiment la façon la plus sûre de réussir. Je parlais avec une amie récemment qui me disait je voulais déjà ouvrir un business, ça m'a littéralement de la crise cardiaque parce que j'avais tellement de stress financier, tellement de dépenses que je faisais et tout, mais je ne voyais pas de retour derrière. Et quand je regardais un peu ce qu'elle offrait comme service, je me suis rendu compte qu'elle offre un business dans lequel elle faisait de la restauration. Donc forcément, quand tu es dans la restauration ou autre, rien que pour avoir
Rien que pour avoir la restauration dans la diaspora, c'est compliqué parce que tu dois déjà, avant d'avoir ton premier client, tu dois déjà dépenser sur le local, dépenser sur la nourriture, dépenser sur les meubles. Peut-être prendre quelqu'un qui sera à la caisse, c'est déjà tellement de dépenses que tu as à faire déjà à la base que c'est compliqué déjà d'être profitable. Par contre, quand tu offres un service, tu sais déjà qu'à la base, tu n'as pas de dépenses que tu fais et tu peux, je dis toujours, tu peux commencer en offrant un service et la marge que tu auras dégagée, tu peux maintenant la réinvestir dans un autre business. Et ce que les gens ne comprennent pas, tu peux commencer à offrir un peu un business qui va te permettre de générer le capital nécessaire pour investir dans un autre business derrière. Et c'est comme ça que tu deviens riche. Donc, je vais prendre d'autres questions s'il y en a, deux, trois autres questions. Oh, merci d'avoir partagé le truc, la vidéo de Endmaster. C'est trop gentil, franchement. Euh, c'est très gentil. Donc, c'est vraiment une réponse un peu longue à une question simple. Mais c'est important, c'est important. Au lieu de te donner un business, je peux te donner en fait une structure décisionnelle pour y penser. Parce que quand tu sais comment y penser, ça permet ici d'avoir justement plus de flexibilité. Donc, je vais dire ici, un business dans lequel tu offres un service, que ce soit social media manager, copywriter, assistant virtuel, media buyer, sont de très bons business que tu peux lancer. Je vais prendre quelques autres questions avant qu'on se quitte ce soir. Si y a des questions, laissez-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, pour offrir un service, il faut déjà avoir la compétence. C'est vrai, mais la compétence, tu peux l'acquérir en 2-3 mois. Non, my God, la compétence, tu peux l'acquérir en 6 à 8 semaines. Donc, entre, oui, 6 à 8 semaines, tu vas acquérir la compétence. Donc, c'est un truc ça ne devrait pas être un frein. Ça ne devrait pas être un frein qui va t'empêcher de te lancer parce que en tant qu'individu, on est appelé à continuer à apprendre, on est appelé à continuer à se former parce que c'est la seule façon avec laquelle on aura plus de valeur. Et je dis toujours, la seule raison pour laquelle on va te payer cher dans la vie, indépendamment du domaine dans lequel tu te trouves, c'est parce que tu as des compétences que la personne en face n'a pas. Plus tu as des compétences que la personne en face n'a pas, et plus la personne sera prêt à te payer cher pour le service que tu vas lui offrir. Donc, il est très important de te dire, OK, je vais acquérir la compétence, devenir excellent dans la compétence que je vais acquérir afin de facturer des prix très chers. Tu parlais tantôt de 1500 €, mais 1500 € parce que tu as à peine commencé. Plus il y aura des clients, plus il y aura une expertise autour du domaine en question, plus tu pourras facturer également des prix plus élevés. Donc, la compétence, oui, il la faut, mais tu peux l'acquérir et c'est pas sorcier du tout. 6 à 8 semaines, c'est ce qu'il faut pour avoir la compétence. Donc, et pour avoir, si tu me dis, parce que la plupart du temps, il faut y penser comme ça. Quand tu vas à l'école, tu passes littéralement 4 ans, 5 ans à l'université pour acquérir une compétence. Dans le but d'avoir un salaire, un diplôme qui va te payer 1000, 3000 € à la fin du mois. Alors que là, tu passes littéralement 4 ans à acquérir tu apprends 1 million de matières différentes, tu fais 1 million d'examens parce que tu veux acquérir cette compétence-là, tu veux acquérir cette expertise-là. Mais quand tu es consultant, tu apprends juste un truc. Et je dis souvent, investis 6 semaines ou investis 8 semaines pour acquérir une compétence en demande qui va littéralement te payer des dizaines de milliers d'euros tous les mois, ça en vaut la peine. Surtout que tu es indépendant financièrement, tu travailles quand tu veux, où tu vas avec qui tu veux. Ça vaut tellement la peine d'investir ce temps-là pour apprendre la compétence en question. Parce qu'au final, rien n'est sorcier. Et personne ne naît en connaissant des compétences particulières. Personne ne naît en connaissant personne ne naît en connaissant le marketing digital. Personne ne naît en connaissant la comptabilité, la pâtisserie, broder. Toutes ces compétences-là, on les apprend. Donc, ne laisse pas la compétence te bloquer et t'empêcher de vouloir de te lancer, en fait. Parce que tout s'apprend, en fin de compte. On va prendre d'autres questions. Quelles sont les plateformes en ligne pour vendre ces services quand on est en Afrique, s'il vous plaît? Alors, les plateformes en ligne pour vendre ces services sont littéralement les mêmes que ceux en Europe. Donc, les plateformes telles que Fiverr, Upwork, freelance.com, Malte.fr. Il y en a tellement. Honnêtement, les plateformes, il y en a tellement. Ce que je vois qui manque à beaucoup de personnes qui veulent se lancer, c'est la capacité à tout simplement se discipliner, à tenir bon, tu vois. On veut se lancer, on a les plateformes. Parce que je pense que si tu me suis, tu sais, j'en parle tout le temps dans mes vidéos. C'est une question qui revient très, très, très souvent. Et je pense que je vais peut-être faire un tutoriel sur YouTube qui te montre comment trouver les clients sur peut-être je vais prendre LinkedIn et Upwork et faire un tutoriel sur YouTube qui montre exactement comment trouver les clients sur Upwork, comment trouver les clients sur LinkedIn. Parce que je pense que beaucoup de bien quand j'en parle, je vois toujours les questions, est-ce que ça marche au Togo, est-ce que ça marche au Congo, est-ce que ça marche ici et c'est là, mais ça marche littéralement partout, indépendamment du pays dans lequel tu vis en Afrique. C'est ma plateforme pour marcher pour toi. Donc, je vais vraiment faire un tutoriel dans lequel j'explique concrètement comment avoir des clients dans cette plateforme, mais tu peux déjà créer un profil, l'optimiser, et tu dois avoir tes premiers clients. Il y a quelqu'un qui demande
est-ce que le travail est assuré? Quand tu es freelance, j'imagine, social media manager, oui, absolument. Le travail est assuré parce que... Alors, je vais prendre mon chargeur et je reviens dans 2 secondes. Voilà. Alors, voyons voir. Mettons ce truc en charge. Avant qu'il ne s'éteigne. On va essayer de faire autre chose. Ok. Laissez les questions en commentaire le temps que je charge le téléphone. Ok. On est bon. Je vais connecter. Ok. Donc, on va répondre à la question de... On va poser la question. Alors, c'est Joey Milgram qui demandait est-ce que le travail est assuré quand on est social media manager. Alors, la réponse est oui et non. Tout à l'heure, j'ai dit, mais je pense que la réponse est oui et non. Parce que si je te dis que le travail est assuré, c'est te mentir. Parce que le travail va dépendre, la capacité que tu vas trouver, le travail va dépendre de la personne que tu es. Et ça va dépendre également des actions que tu prends. Parce que je peux avoir 2 étudiants, je peux avoir 2 personnes qui prennent la même formation, qui suivent le même coaching. On a une personne qui passe à l'action, qui implémente exactement ce que le coaching enseigne. On a une autre personne qui ne fait absolument rien. C'est même quand les personnes vont à l'école. Quand tu as des personnes qui vont à une université, il y a des personnes qui se réussissent brillamment, trouvent des emplois, et ainsi de suite. Il y en a qui ne finissent même pas le curriculum, qui abandonnent avant la fin. Donc, est-ce que le travail est assuré? Oui. Si tu es quelqu'un qui passe à l'action, qui suit un accompagnement, qui se challenge, qui travaille pour y arriver. Il n'y a pas de raison. Littéralement, le métier du marketing, les domaines liés au marketing sont des domaines qui ont le vent tellement parce que les entrepreneurs ou les entreprises aujourd'hui, indépendamment du niveau de revenus qu'elles ont. Ça veut dire qu'un entrepreneur qu'il génère 1500 € par mois, pendant qu'il génère 15 000 € par mois, qu'il génère 150 000 € par mois, a besoin d'avoir une visibilité en ligne. Et je pense que c'est l'opportunité que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est déjà, indépendamment qu'un entrepreneur soit tout petit ou qu'il soit trop grand, il a besoin d'avoir une visibilité en ligne parce que c'est la façon aujourd'hui, on est tous en ligne. On passe littéralement des heures et des heures et des heures sur nos téléphones, sur différentes applications, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. On est tout le temps sur nos téléphones. Le téléphone, même par exemple, TikTok, c'est aujourd'hui le réseau le plus... Depuis 2022, depuis janvier 2022, TikTok est littéralement le réseau le plus utilisé, ou le site web le plus utilisé même que Google, parce que les gens passent tellement de leur temps sur leur téléphone aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui est en ligne, une entreprise qui se crée, automatiquement se dit je dois être en ligne. Automatiquement se dit je dois avoir un contenu qui est vu par mon audience idéale. Et c'est la raison pour laquelle le social media manager qui va ici aider ces entreprises-là à créer ce contenu, à le publier de façon régulière. C'est littéralement un business, c'est littéralement une opportunité d'affaires, une compétence qui est tellement en demande qu'il n'y a pas de raison que si tu as la compétence et que si tu fais des stratégies pour acquérir les clients, que tu ne réussisses pas brillamment. Il n'y a littéralement pas de raison, indépendamment de l'endroit où tu vis. Donc que tu vives en Afrique, que tu vives au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, ça marche partout. Parce que tant qu'il y a les entreprises où tu vis, tu peux travailler. Et aujourd'hui, on vit un monde qui est connecté. Aujourd'hui, tu as des clients avec qui je travaille qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Chine, il y en a qui sont en Nouvelle-Zélande, il y en a qui sont en Allemagne, il y en a qui sont en France. Parce que le monde aujourd'hui, ça n'importe plus où tu travailles. J'ai des gens dans ma team qui sont au Bénin, il y en a qui au Togo, il y a un au Cameroun, il y en a qui en Angleterre. Aujourd'hui, indépendamment de l'endroit où tu vis littéralement, tu peux avoir des clients. Donc, juste parce que tu vis au Togo, en Afrique, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du Togo, je sais pas, il y a des pays qui viennent tout le temps en commentaire. Je sais qu'il y a le Togo, je sais pas si c'est le Togo, la Côte d'Ivoire. Bref. Et vraiment, dans l'endroit où tu vis, tu peux réussir. Donc, ça dépend vraiment de toi, ta capacité à travailler, ta capacité à passer à l'action. Ton éthique au travail, c'est très important. Mais normalement, le travail est garanti. Oh mince, on a 0% là. D'accord, je ferai un tuto, Karel. Je ferai un tuto en semaine sur comment trouver des clients.